Et si, en moins de 2 jours, un ultimatum pouvait bouleverser à jamais le destin de l'Afrique? Le 21 septembre 2025, la terre entière retient son souffle. Sur toutes les chaînes américaines, Donald Trump, visage fermé, impose en direct un choix impossible, qui résonne comme un écho lointain des pires heures de l'histoire coloniale. Le Burkina Faso doit céder 60% de ses réserves d'or en moins de 48 heures. Aucun dialogue, aucune nuance, juste une injonction publique, brutale, qui claque comme une gifle, rappelant les ultimatums adressés jadis à l'Égypte lors de la crise du canal de Suez, ou à l'Iran lors du blocus pétrolier. Mais cette fois, le théâtre n'est pas le Moyen-Orient ou l'Asie, mais le cœur vibrant de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est en jeu dépasse largement le simple métal jaune. C'est la souveraineté, la dignité, la volonté même d'un peuple que l'on menace de réduire à une simple ligne dans les bilans d'une superpuissance. Obéir, c'est accepter l'effacement, la disparition progressive de l'identité nationale. Refuser, c'est risquer l'isolement, la répression et l'inconnu. L'alternative est intenable, et pourtant il faut choisir, tout comme jadis la Guinée de Sékou Touré avait osé dire non en 1958, ou comme les Indiens d'Amérique avaient résisté à l'Ouest conquérant. L'Afrique entière retient son souffle. Si le Burkina Faso cède, qui suivra? Le spectre du néocolonialisme glisse sur le continent, réveillant des blessures jamais refermées, telles celles de la conférence de Berlin en 1884, où les frontières africaines furent tracées à la règle, sans égard pour les peuples. Cet ultimatum lance une question glaçante à chaque nation. Jusqu'où irons-nous pour défendre notre avenir et notre mémoire collective? Les enjeux dépassent la simple valeur des mines. Il s'agit de préserver des ressources vitales, d'éviter la honte planétaire, de refuser une soumission humiliante. Mais derrière la peur se profile aussi une chance. Transformer la pression en fierté, rassembler des peuples dispersés et peut-être, pour la première fois, opposer une véritable unité à l'arrogance extérieure. Il s'agit de passer de la réaction à l'action, de la résistance à la construction. Ce bras de fer n'oppose pas seulement 2 États. Il met chaque citoyen face à son propre reflet. Accepterons-nous que d'autres dictent notre destin? Argent, pouvoir, réputation, autonomie, dignité, tout est menacé, et pas seulement pour le Burkina Faso. La tension est extrême, le compte à rebours est lancé, les horloges du monde battent à l'unisson, et chaque seconde rapproche d'une bascule irréversible. Mais comment en est-on arrivé à ce carrefour historique? Pour comprendre comment tout a basculé, il faut revenir aux années qui ont préparé cette crise. Pour appréhender la profondeur de ce choc, il faut explorer les racines d'un système où, depuis plus d'un siècle, les ressources africaines ont servi à alimenter les industries des puissances étrangères, tout comme l'or du Congo finançait jadis la révolution industrielle en Europe. Ce qui suit plonge dans les événements, les décisions et les stratégies secrètes qui ont mené à l'ultimatum, révélant les forces en jeu bien avant le choc de septembre. Voici l'histoire d'une crise annoncée, tissée de complicité, d'actes de courage, de trahisons silencieuses, mais aussi d'espoirs inouïs. Le Burkina Faso, longtemps réduit au rôle de pourvoyeur discret, décide de bouleverser les règles. Entre 2023 et 2025, ce pays sahélien reprend le contrôle de ses mines d'or. À Ezekane, le sous-sol livre un métal précieux qui reste, pour la première fois, sur le territoire. Là où l'or s'échappait, il irrigue désormais l'économie locale. Cette rupture n'est plus un rêve, mais une déclaration politique, comparable à la nationalisation du pétrole au Venezuela sous Hugo Chavez, ou à la reprise du canal de Suez par Nasser. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, les mines stratégiques passent sous gestion militaire. Chaque gramme d'or finance désormais écoles, routes, dispensaires. Les profits ne s'envolent plus vers des actionnaires lointains. Le métal jaune devient instrument de développement et non simple matière première à piller. Des villages voient jaillir des puits, des enfants accèdent à l'éducation, la cartographie du pays se transforme sous le poids de cette richesse reconquise. L'ambition du Burkina Faso ne se limite plus à ses frontières. Une alliance inédite naît avec le Mali et le Niger,
l'Alliance des États du Sahel, ou AES. Ensemble, ces pays veulent reprendre la main sur leurs ressources, mettant fin à une longue histoire de spoliation orchestrée depuis l'extérieur. L'AES n'est pas qu'un pacte défensif. Elle incarne la volonté de réinventer le destin du Sahel, à coup d'autodétermination et de solidarité. C'est la naissance d'une OPEP sahélienne, une main tendue vers le futur. Derrière ce sursaut, l'ombre des grandes puissances s'étire. Des documents américains, récemment divulgués, dévoilent des stratégies froides. Il s'agit de reprendre la main sur l'or burkinabé, quitte à provoquer un changement de régime. La pression ne se limite plus à la diplomatie ou à l'économie. Elle infiltre les rouages politiques, jusqu'à envisager la déstabilisation pure, comme ce fut le cas au Chili de Salvador Allende ou en Iran en 1953. Le Sahel se retrouve à la croisée des chemins. Indépendance réelle ou retour sous tutelle occidentale. Le sort du Burkina Faso devient celui d'une région entière. Peut-elle briser le cycle de l'exploitation, imposer sa volonté, retrouver sa dignité? Face à l'ultimatum américain, le Burkina Faso choisit de résister. Et la riposte ne fait que commencer. La tension monte alors que l'ultimatum de Donald Trump s'abat sur Ouagadougou. Les heures à venir décideront si la résistance peut s'organiser ou si la pression étrangère l'emportera. L'atmosphère rappelle celle de Cuba en 1962, lors de la crise des missiles, où chaque décision pouvait plonger le monde dans le chaos. Dire non, ce n'est pas simplement refuser un avion ou une base militaire, c'est défier des récits venus du monde entier, affronter des réseaux d'influence anciens et risquer l'isolement absolu. Chaque refus devient un acte de guerre symbolique contre l'ordre établi. C'est aussi rappeler le courage de la résistance vietnamienne à Dien Bien Phu ou celui des Indiens du Sel face à l'Empire britannique. Ibrahim Traoré ne laisse aucun doute. Solennel devant la nation, il affirme que l'or du Burkina Faso n'est pas à vendre, ni aujourd'hui ni jamais. Dans les heures qui suivent, il fait verrouiller les mines principales, place Ezekane, source vitale de la fortune nationale, sous surveillance militaire renforcée, puis coupe tous les liens numériques avec les anciennes sociétés étrangères. Des drones surveillent l'espace aérien, les communications internes sont cryptées, des équipes d'ingénieurs locaux assurent la continuité numérique. Les signaux sont sans équivoque. Les flux d'informations et les connexions de données vers l'extérieur sont brutalement interrompus. Ce n'est pas qu'une opération technique, c'est un acte de souveraineté totale, un bouclier dressé sur la Terre et dans le cyberespace. Désormais, le pays contrôle non seulement ses ressources, mais aussi ses propres récits. Les universités locales organisent des débats publics, des ateliers de sensibilisation, des émissions radiophoniques démystifient les enjeux. La réaction ne tarde pas. Malgré la pauvreté, malgré la peur, les Burkinabés envahissent les rues. Des marches silencieuses, des veillées nocturnes, des drapeaux brandis sur les marchés. La nation entière s'unit, étudiants, commerçants, soldats, mères de famille, tous portés par la même volonté de ne plus être dépossédés. À l'image des printemps arabes ou des manifestations pour la démocratie à Hong Kong, la mobilisation s'étend, improvisée mais puissante. Mais la riposte se déplace. Rapidement, l'Occident lance une vaste campagne de désinformation. Les réseaux sociaux débordent de rumeurs. Les chaînes étrangères diffusent l'image d'un pays au bord de l'effondrement. Des experts autoproclamés appellent à sauver le Burkina Faso de lui-même. L'objectif est transparent, isoler, délégitimer, briser la résistance par le doute. Des montages vidéo circulent, des faux témoignages émergent. L'arme de la rumeur frappe sans relâche. Cependant, la réponse digitale s'organise. Des journalistes indépendants, des blogueurs africains, des cyberactivistes déconstruisent chaque manipulation en temps réel. Analyse, vidéo, fil Twitter. Chaque attaque devient un contre-feu. Chaque mensonge une preuve supplémentaire que le combat s'est déplacé sur les écrans. Des plateformes alternatives émergent, des collectifs d'influenceurs africains se coordonnent pour rétablir la vérité, inspirant la jeunesse à développer des compétences numériques et médiatiques. Au même moment, l'Alliance des États du Sahel franchit un seuil. Le Mali, le Niger, la Guinée expriment leur solidarité,
annoncent publiquement leur soutien militaire et renforcent les corridors logistiques autour du Burkina Faso. Les frontières s'estompent derrière l'urgence de défendre la dignité et la richesse africaine, et une coopération inédite prend forme. Des exercices conjoints sont organisés, des stocks alimentaires sont mutualisés, des stratégies communes de communication sont élaborées. Ironie du sort, plus la résistance s'organise, plus la valeur stratégique de l'or burkinabé explose. Les marchés mondiaux s'agitent, le prix de l'once grimpe, et le pays, loin de s'effondrer, commence à tirer profit de sa propre intransigeance. L'émancipation n'est plus un slogan, elle devient une chance économique tangible. Des investisseurs alternatifs, venus d'Asie ou d'Amérique latine, proposent des partenariats plus équitables. Mais ce pari est dangereux. Le Burkina Faso et ses alliés s'exposent à l'isolement, au sabotage, à d'éventuelles sanctions internationales. Pourtant, jamais le continent n'a paru aussi soudé, aussi résolu à redéfinir son rapport au reste du monde et à reprendre en main son avenir commun. Des forums régionaux s'ouvrent, des think tanks africains se constituent pour réfléchir à des modèles économiques de rupture. Pour la première fois, la résistance du Burkina Faso inspire au-delà de ses frontières. Mais à mesure que la tension monte, les enjeux deviennent plus personnels, plus imprévisibles. Chaque famille redoute l'avenir, chaque étudiant se demande si l'indépendance est un rêve accessible ou un pari insensé, chaque commerçant pèse le risque de sanctions sur ses affaires. Pourtant, la peur ne paralyse pas, elle galvanise. Quand l'Afrique ose dire non à une superpuissance, le monde retient son souffle, puis s'invite dans la partie. La question n'est plus seulement géopolitique, elle devient existentielle. Le refus inédit du Burkina Faso déclenche une ruée diplomatique. La Chine, flairant l'opportunité, propose d'installer un système de raffinage local et d'ouvrir la première bourse africaine de fixation des prix de l'or. Pour la première fois, l'Afrique pourrait choisir la valeur de ses ressources, loin des indices dictés par Londres ou New York. Pékin envoie une délégation de 50 experts, offre des bourses aux étudiants burkinabés et propose des transferts de technologie. La Russie, de son côté, avance avec prudence. Moscou met sur la table expertise en cybersécurité et soutien militaire discret pour protéger mines et réseaux. Hackers russes et ingénieurs africains collaborent pour renforcer chaque gramme d'or, chaque ligne de code, chaque transaction numérique. Un centre de veille numérique est ouvert à Ouagadougou. Des formations sont dispensées aux forces locales, la sécurité des infrastructures stratégiques est renforcée. À Ouagadougou, l'Assemblée nationale se réunit sous la pression d'un peuple debout. Le vote tombe, nationalisation totale des mines. Toute propriété étrangère est abolie. Les sociétés récalcitrantes voient leurs actifs confisqués, leurs comptes gelés. Désormais, la souveraineté n'est plus un slogan, mais une mesure concrète et implacable. Des cadres burkinabés reprennent les postes de direction. Les contrats sont réécrits, les bénéfices sont fléchés vers des projets de santé et d'éducation. L'onde de choc traverse tout le continent. Au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, les parlements s'enflamment. Étudiants, syndicalistes, jeunes entrepreneurs se saisissent du récit burkinabé, rêvant d'un printemps doré africain. Au Cap, des collectifs organisent des sit-ins, à Lagos, des radios locales débattent du modèle Ouagadougou, à Nairobi, des start-up s'inspirent de la résistance numérique. Les marchés mondiaux vacillent. À Wall Street, certains fonds misent sur une explosion de l'or. D'autres redoutent une ère d'incertitude. En Europe, l'élite politique se fracture, tiraillée entre intérêts économiques et défense des valeurs démocratiques. Dans la diaspora, la mobilisation bat son plein. Manifestations, cagnottes, débats enflammés sur les ondes communautaires. Le Burkina Faso devient le phare d'une résistance inédite, ravivant le souvenir des mouvements anticolonialistes du XXe siècle. Mais chaque partenariat comporte un risque, celui d'échanger une dépendance contre une autre. La Chine et la Russie proposent leurs solutions, mais leurs contrats pourraient cacher de nouvelles chaînes, invisibles et tenaces. Pourtant, pour la première fois, l'Afrique tient la plume de son nouveau récit, prête à écrire ses propres règles du jeu. Des groupes de réflexion indépendants sont créés pour évaluer chaque proposition, des comités citoyens surveillant la transparence des accords. Le cas burkinabé devient un modèle.
partout, dans les universités du Sud global, on analyse la stratégie de Ouagadougou. Dans les chancelleries, une question s'impose. La souveraineté peut-elle s'exporter? Les peuples marginalisés prennent note, affûtent leurs espoirs, guettent le moment de s'élancer. Des séminaires sont organisés à Dakar, des colloques à Abidjan. La parole circule et inspire. Mais alors que l'attention mondiale converge sur les sommets et les traités, une simple vidéo de 43 secondes surgit et menace de tout bouleverser. Un enregistrement spontané, anonyme, va retourner la narration. En quelques heures, il percute les réseaux et attise des passions imprévues. Comme le cri d'Élysée Reclus en faveur de la Commune de Paris, ou comme le manifeste des 100 voix qui, en quelques lignes, a bouleversé les équilibres. Et si la véritable force d'un peuple résidait dans sa capacité à dire non, d'une seule voix, face à l'inacceptable? Moins d'une minute. 43 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu. Le discours fulgurant d'Ibrahim Traoré, lancé à la face du monde, a brisé le silence complice. Sa parole s'est propagée à la vitesse de l'éclair, déclenchant une onde de choc qui a traversé les frontières du Burkina Faso, réveillant l'Afrique entière, mais aussi le Sud global, des faubourgs de Lagos aux ruelles de Lima, des universités d'Alger au quartier de Dakar, jusque sur les places d'Istanbul. Ce n'était pas qu'un simple discours, c'était un acte collectif, un miroir tendu à tous ceux qui refusent de voir leur dignité vendue au plus offrant. En 43 secondes, Traoré a transformé la dignité en emblème, plus précieux que l'or que convoitèrent les puissants. La population s'est levée, non derrière un chef, mais derrière une parole devenue bannière, symbole d'un refus partagé. Des lycéens improvisent des poèmes, des femmes organisent des veillées, des anciens racontent aux enfants les luttes passées. Les artistes ont inondé les murs de fresques, les rappeurs ont craché des vers incendiaires, la jeunesse s'est soulevée en ligne et dans la rue. Les diasporas africaines, de Paris à New York, ont relayé le message, l'amplifiant d'un continent à l'autre. La résistance n'était plus cantonnée au Burkina Faso. Elle était devenue contagieuse, virale. Des plateformes de streaming diffusent des chansons engagées, des réseaux de solidarité se tissent entre étudiants africains et latino-américains. Face à cette vague populaire, même les marchés financiers ont vacillé. Les analystes de la City et de Wall Street, habitués à prévoir l'avenir avec des équations, ont dû intégrer une nouvelle variable. La force imprévisible d'un peuple uni. Désormais, aucune formule de risque ne pouvait ignorer la puissance de la solidarité. Les cours de l'or fluctuent brutalement, les analystes réévaluent la solidité des contrats à long terme. Le Sud global l'a compris avant les autres. De Buenos Aires à Beyrouth, de Jakarta à Bamako, le refus de l'injustice est devenu langage commun. La solidarité traverse les océans. Chaque déclaration, chaque mobilisation dans un pays lointain galvanise le courage de l'autre. Une résistance sans frontières, capable d'ébranler toutes les certitudes, même celles des plus puissants. Des hashtags communs émergent sur les réseaux, des pétitions circulent, des conférences en ligne réunissent des militants de tous horizons. Mais ce choix de la dignité n'est pas sans danger. Remporter la bataille narrative, c'est allumer une vague mondiale d'espoir et de résistance. Mais c'est aussi attirer des représailles brutales de la part de ceux qui refusent de céder le pouvoir. La tension monte. Chaque minute rapproche le Burkina Faso d'un carrefour décisif. Des cyberattaques se multiplient, des menaces de sanctions économiques planent, des diplomates s'activent en coulisses pour instaurer un blocus. Derrière l'effervescence, la peur rôde. Jusqu'où les puissances iront-elles pour rétablir leur contrôle? L'épreuve de force s'annonce imminente. Des scénarios circulent dans la presse internationale. Intervention militaire, embargo total, déstabilisation politique. Mais la population veille, les réseaux de solidarité sont plus actifs que jamais, les alliances se renforcent. Le Burkina Faso n'a pas cédé. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour préserver votre dignité? Posez-vous la question, car chaque génération est confrontée, à un moment ou à un autre, à ce choix essentiel, céder ou résister. En septembre 2025, la planète entière a retenu son souffle. Face à l'ultimatum brutal d'une superpuissance menée par Donald Trump,
un petit pays d'Afrique de l'Ouest, sans milliardaires, sans alliance majeure, a osé défier l'ordre établi. Non à la dépossession, non à l'humiliation. Le message était clair. La souveraineté ne se négocie pas. La dignité n'a pas de prix, même sous la menace. Ce refus n'était pas seulement un acte de bravoure politique. Il incarnait l'espoir d'un bouleversement, la possibilité, pour chaque nation, chaque citoyen, de se réapproprier son avenir. Même lorsque tout semblait perdu, l'or menacé, les données exposées, la stabilité et la réputation piétinées, le Burkina Faso a tenu bon. Les campagnes de discrédit, les manipulations numériques, la pression économique, rien n'a suffi à briser la détermination du peuple. Et dans cette résistance, il n'était plus seul. L'écho du refus burkinabé a traversé les frontières. Des rues d'Ouagadougou au marché de Bamako, des réseaux sociaux de Niamey aux amphithéâtres de Conakry, des voix se sont levées. L'Afrique, dans un souffle collectif, a affirmé qu'elle n'était plus à vendre. L'Alliance des États du Sahel n'a pas seulement apporté un appui logistique, elle a proclamé une solidarité nouvelle, un principe qui redéfinit le rapport de force face aux intimidations extérieures. Des alliances populaires se forment, des jumelages entre villes africaines sont initiés, des correspondances entre écoles sont organisées pour enseigner la valeur de la souveraineté. Rien n'a été facile. L'isolement, les tentatives de sabotage, les fake news orchestrées depuis l'étranger ont mis à nu la vulnérabilité d'une nation déjà meurtrie. Mais, pour une fois, l'histoire n'a pas suivi le script habituel. Le Burkina Faso n'a pas plié. Il a inspiré un continent et ébranlé les certitudes du vieux monde. Les leçons tirées de cette crise alimentent déjà des réflexions sur l'autonomie alimentaire, l'autosuffisance énergétique, les circuits courts, la démocratie participative et la formation citoyenne. Alors, la question se pose, brûlante, urgente. Et si nous cessions d'être spectateurs? Si à notre tour, nous refusions de troquer nos richesses, notre avenir, notre liberté contre des promesses creuses? Le choix appartient à chacun, peuple ou individu. Oser l'émancipation ou subir la soumission silencieuse. Des ateliers citoyens sont proposés, des campagnes de sensibilisation sont lancées, des outils légaux sont partagés pour renforcer la capacité de résistance. Car ce qui s'est joué ici va bien au-delà de l'or, de la géopolitique ou d'un seul président. C'est un appel. Écrire ensemble la suite de notre histoire, avec lucidité, courage et cette volonté farouche de défendre ce qui fait notre humanité, la dignité. L'heure n'est plus à l'attente, mais à la construction. Car chaque exemple, chaque victoire, chaque refus d'être dépossédé dessine le visage d'un continent debout et d'un monde prêt à réinventer ses règles. Cette fois, la partie ne fait que commencer. L'Afrique